Alors moi je travaille donc chez Air Liquide dans une filiale du groupe qui est un peu la filiale de haute technologie. Je m'occupe de l'innovation dans cette filiale. Et ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui, c'est mon expérience personnelle qui montre en quoi le fait d'avoir participé à des grandes expériences scientifiques comme le CERN, ITER, ou des grands programmes internationaux comme la fusée Ariane, comme la Station spatiale internationale, nous ont permis de développer des compétences qui nous placent aujourd'hui dans la transition énergétique et qui vont nous permettre non seulement d'aider nos clients à se décarboner, mais aussi au groupe Air Liquide lui-même de se décarboner. Donc je pensais que c'était intéressant de vous présenter ça. Alors en deux mots, le groupe Air Liquide, c'est un des leaders mondiaux des gaz industriels et médicaux. On produit l'oxygène pour les hôpitaux, on produit de l'azote, de l'hydrogène. Et pour suivre le fil conducteur de ma présentation, en fait, il faut remonter un peu dans le temps. En 1902, il y a l'ingénieur Georges Claude qui invente un procédé pour liquéfier l'air. Tous les gaz se liquéfient et il suffit de les mettre à la bonne température et à la bonne pression. Donc l'air, celui se liquéfie à moins 196 degrés, donc très très froid. Bon, ceci dit, l'oxygène et l'azote de l'air ne se liquéfient pas à la même température. Du coup, on a un moyen de les séparer et donc de produire de l'oxygène et de l'azote en très grande quantité. Et donc, ça veut dire que le groupe Air Liquide s'est développé après, a prospéré sur cette technologie, entre autres. Donc, les très basses températures, on appelle ça la cryogénie. La cryogénie, c'est l'ensemble des technologies qui servent à faire les très très basses températures. Donc, on s'est développé depuis 120 ans là-dedans. Aujourd'hui, c'est 30 milliards d'euros et 70 000 personnes, quand même, le groupe Air Liquide. Et je vais essayer de vous montrer en quoi ce savoir-faire nous a permis d'aller dans des domaines de la transition énergétique qui étaient assez innovants. Alors, moi je suis dans une filiale du groupe Air Liquide qui se trouve à Sassenage, près de Grenoble. C'est la filiale donc, de haute technologie. Et c'est intéressant de voir comment on a été créé et pourquoi en particulier à Grenoble. En fait, dans les années 60, le gouvernement français, enfin l'Europe en général, commence à se poser des questions sur le fait qu'on voit bien que seuls les Américains et les Russes, à cette époque-là, sont capables d'envoyer des fusées dans l'espace. Et donc l'Europe est inquiète en se disant mais on ne va pas être dépendant des Américains pour lancer nos satellites de télécommunications. Donc l'Europe et la France lancent le programme. Alors au début, le programme Europa qui a été un échec, mais qui a ensuite été transformé en succès avec la fusée Ariane. Et on se dit, bon, on va utiliser la technologie de la propulsion hydrogène pour faire notre fusée Ariane, parce que c'est en gros c'est la technologie la plus performante en fait pour lancer quelque chose dans l'espace. Donc il va bien falloir travailler sur la gestion de cette molécule d'hydrogène qui, elle, autant l'air est liquide à moins 196 degrés, autant l'hydrogène c'est moins 253, donc c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et puis en parallèle de ce programme donc sur la future fusée européenne, l'Europe, on voit dans les années 50 de plus en plus de grosses expériences de ce qu'on appelle la physique des hautes énergies, c'est-à-dire des synchrotrons, des accélérateurs de particules. On a le CEA qui a été créé en 1945, le CERN à Genève en 1953, et on anticipe que ces expériences vont être de plus en plus gourmandes en énergie parce que, en fait, comme on procède, on veut accélérer et guider des particules, et donc on fait ça avec d'énormes électroaimants qui vont donc les accélérer. Et donc ça veut dire qu'il faut absolument envoyer beaucoup d'énergie électrique dans ces électroaimants à un niveau tel qu'à un moment donné, la résistance électrique des fils qui composent les bobines vont faire tout simplement fondre les bobines. Sauf si on plonge ces électroaimants dans un bain d'hélium liquide. Alors lui, c'est encore plus froid. C'est moins de 269 degrés, donc c'est à 4 degrés au-dessus du zéro absolu. Et c'est ce qu'on appelle la supraconductivité, c'est-à-dire qu'à partir de cette température, certains matériaux n'opposent plus aucune résistance au courant électrique, et donc on peut mettre des gigawatts dans ces électroaimants, et à ce moment-là, on peut arriver au plus grand accélérateur de particules du monde, qui est celui du CERN, où on a des quantités d'énergie absolument énormes pour accélérer les particules jusqu'à des vitesses très proches de celles de la lumière. Et donc dans les années 60, eh bien, Air Liquide se dit, bon alors, s'il faut faire de l'hydrogène, que je connais, puisque je suis gazier, pour la fusée Ariane, et s'il faut faire de l'hélium, que je connais aussi, parce que c'est un gaz, je vais me créer mon centre de recherche dédié à ces deux molécules, très très froides, et je mets ça à Grenoble. Pourquoi ? Parce qu'à Grenoble, il y a deux labos de renommée internationale en cryogénie, c'est le CEA et puis l'Institut Louis Néel du CNRS.
Et alors, donc moi je travaille dans cette partie-là, et je vais vous montrer quelques exemples, comment à Sassenage, donc près de Grenoble, grâce à ces grands programmes, on est aujourd'hui, on a quadruplé de taille en 7 ans, juste dans la transition énergétique. Alors, le premier exemple, c'est celui de la fusée Ariane. Donc là, vous voyez la dernière version, la fusée Ariane 5, dont on a arrêté les vols cette année. Donc, il faut savoir qu'une fusée, la première en 1979, la fusée Ariane 1, c'est juste 10 tonnes d'oxygène et d'hydrogène. Là, on est sur 160 tonnes, donc il a fallu tout inventer, des réservoirs en aluminium, parce qu'il faut être extrêmement léger, mais on est aussi très très froid. On est à moins de 253 degrés. Pour vous donner un exemple, si on réduisait la fusée Ariane 5 à la taille d'une boîte de Coca-Cola en aluminium, eh ben, les réservoirs de la fusée seraient plus fins que la boîte. Donc vous imaginez les technologies qu'il a fallu développer. Bon, ça a très bien marché puisqu'on a fait 260 vols depuis le premier vol en 1979. On a construit à peu près 800 réservoirs d'oxygène liquide, d'hydrogène liquide et puis même un petit peu d'hélium liquide. Et on n'a jamais eu vraiment de problème sur ces réservoirs. Je cite quand même ça parce que notre ami Elon Musk a quand même fait exploser 2 fusées en 2016 sur un problème de pressurisation de leur réservoir d'oxygène. Donc c'est pas si simple de faire ça. Et ce qui est intéressant, c'est que donc de voir qu'est-ce qu'on a pu faire ensuite grâce à ces technologies de réservoir et puis de maîtrise de l'hydrogène. Et si on fait un peu une frise des technologies qu'on a développées chez nous, donc 1979, premier vol d'Ariane, 800 réservoirs depuis. En 1994, comme on a développé toute une technologie, toute une zone d'essai pour l'hydrogène liquide, ben, il y a Renault qui est venu nous voir avec une Laguna à hydrogène liquide qui alimente une pile à combustible. Ils ont voulu qu'on la teste chez nous. Et là, on a commencé à se mettre dans la transition énergétique et ce qu'on appelle l'hydrogène énergie. Donc on commence à envisager d'avoir des voitures électriques, mais non pas avec une batterie, mais avec une pile à combustible et de l'hydrogène à bord. Eh bien, on s'est mis à fabriquer des stations de recharge en hydrogène. Alors les voitures sont rechargées en hydrogène gazeux à très haute pression, plus de 700 fois la pression atmosphérique. Donc c'est pas si simple de faire ce genre de station. On en a construit 200 à peu près dans le monde. Alors comme on l'a dit dans les présentations précédentes, ben, le problème de l'infrastructure est assez compliqué et il faut reconnaître qu'aujourd'hui on a du mal à faire démarrer les voitures, mais on voit les camions arriver. Et moi, il y a une dizaine d'années, en tant que directeur de l'innovation, je me suis dit, mais est-ce qu'on pourrait faire voler, puisqu'on commence à en parler en 2010, est-ce qu'on pourrait faire voler un avion, par exemple, avec de l'hydrogène? Alors, on a essayé de faire ça avec de l'hydrogène gazeux, ça marche, mais ce n'est pas rentable, il faut 20 kg de réservoir pour stocker 1 kg d'hydrogène, parce que des réservoirs à 700 bars, vous imaginez, même en composite, ils font 2 ou 3 cm d'épaisseur, ils pèsent énormément. Comme on parle de mettre peut-être 1 tonne d'hydrogène pour propulser un avion de 50 à 100 places sur 1000 à 1500 km, ça ferait un réservoir de 20 tonnes, donc c'est pas possible. Et on s'est dit, puisqu'on a ces compétences qu'on a développées pour Ariane, de l'hydrogène liquide, évidemment on est les champions du transport d'hydrogène liquide spatial, est-ce qu'on peut mettre ça dans un avion? Alors du coup, moi j'ai lancé mon équipe là-dessus, on s'est fait financer en partie par la communauté européenne. On a pris un petit avion existant avec un partenaire là, qui s'appelle H2Fly, qui avait déjà volé à l'hydrogène depuis 2016, mais avec de l'hydrogène gazeux, donc 2 petits réservoirs, ils n'allaient pas bien loin. Vous allez voir, c'est un avion un peu particulier, je vais vous montrer un petit film dessus. Et puis, donc, il y a 2 cockpits, en fait, c'est 2 planeurs qu'on a mis ensemble. Et d'un côté, il y a les pilotes, et de l'autre côté, on a mis notre réservoir, que vous voyez là. Donc, un réservoir à moins de 253 degrés, donc c'est une espèce de bouteille thermos en aluminium, avec pas mal de vannes et pas mal de complexité, parce que le but, c'était pas juste de faire voler de l'hydrogène, c'était, si on se projette dans l'avenir, les contraintes que va avoir un avion commercial, est-ce qu'on peut faire du taxi sur la piste, est-ce qu'on peut attendre, est-ce qu'on peut faire des manœuvres en vol, qu'est-ce qui se passe quand on revient, est-ce qu'on peut laisser l'avion sur le parking la nuit sans l'utiliser. On a voulu étudier toutes les fonctionnalités de l'avion futur. Donc, il est tout petit cet avion, mais il préfigure bien ce qui peut se passer dans le futur. Notre but à Air Liquide n'est pas de devenir, de concurrencer les avionneurs. Notre but est de voir est-ce que l'hydrogène peut être une solution pour l'aviation, parce qu'on voit bien que l'aviation, c'est quand même 3% du CO2 aujourd'hui, appelé à croître, hein, et il n'y a pas bien de solution pour le décarboner. On ne va pas mettre une batterie dans un avion, ça ne marche pas, c'est beaucoup trop lourd. Donc soit on a des carburants synthétiques, du biocarburant par exemple, mais biocarburant, il y en aura-t-il assez pour tous les avions? J'en doute. Donc on regarde fortement l'hydrogène, et ça va être de l'hydrogène liquide.
C'est parce que l'hydrogène gazeux ne peut pas voler. Alors, on a donc fait une première mondiale, c'était en septembre de cette année. Donc, nous, mon équipe, on a construit ce réservoir et évidemment, on avait tout un partenariat, tout un consortium. Et je vais vous montrer ce petit film qui montre un peu le challenge en fait qu'il y avait derrière ce premier vol. As an engineer, you have a feeling that it's not only technology, it is drive to change the future. It would be something like this at the end, like 3 here. We're super excited because today we are at Maribor Airport in Slovenia and we prepare for the world's first flight with a liquid hydrogen powered electric aircraft. And hopefully we're going to write history. Today was the preparation, so we filled up the plane with liquid hydrogen. As well, we're doing last checks on the plane. We're looking on the systems itself, looking that everything is as it should be, so that we are completely ready for the first flight. Hey Tim, I checked fuel cell number 1 and 2. Can you maybe check 3 and 4 and sign it then for me? All right, thanks. From a technical point of view, we and the team are ready. So now it's all on the hands of the weather. Then we can go. So right in this moment we can kind of forget. It would be better if we are not very back if we need any power reduction. Weight and balance. Telemetry, are we clear to go? 5-4 telemetry, you are ready to taxi. When ready, clear for takeoff. 120, 130, 138, 140 climb. The pressure looks good. So far so good. We aim for 3 hours flight. We already reached our target. It blew our minds, but everybody are still concentrated. In 10 minutes, we'd like to divert back to the airfield. Yeah, let's prepare for landing. 149, 145, 109, 105, 103, 100, 99. Touchdown. Congrats, awesome. It's so good. Without teamwork, you will never achieve goals like this. This team is just, you cannot imagine a better team. Really. So the flight today was very successful. We have seen that it is possible to fly with liquid hydrogen. And today we see that the technology works perfectly together. So we can envision bigger aircraft with more passengers going long range. And I'm very proud of the whole team who made this possible. For me, this is a milestone which will change the future aviation.
C'était juste pour vous montrer un exemple, en fait. Vous imaginez bien qu'on a fait 1% du travail entre aujourd'hui et le jour où on aura des avions avec 100 personnes à bord, des avions régionaux à l'hydrogène. Mais en tout cas, on s'est dit que c'était important d'initier le mouvement et de voir si c'était possible. Là, pour l'instant, on n'a pas rencontré de... C'est quand même 4 ans de boulot, un projet pareil. Donc c'est assez complexe. Mais c'est vrai que si on n'avait pas fait la fusée Ariane, je pense qu'on n'aurait pas été dans ce projet. Un autre exemple intéressant, puisqu'on sait faire du froid, dans les années 90, la NASA et l'ESA sont venus nous voir en disant, voilà, on va monter une station spatiale internationale, un tiers des manips à bord, ça va être de la biologie. Qui dit biologie dit production d'échantillons, et il n'y aura pas une navette spatiale tous les 3 semaines pour rapatrier les échantillons au sol. Donc il faut les préserver à bord, et la température minimale qu'il faut pour vraiment préserver parfaitement des échantillons biologiques, c'est moins 80. Est-ce que vous savez faire un frigo à moins 80 qui pourrait aller dans la station spatiale? Alors, puisque de toute façon, il n'y a pas 36 façons pour liquéfier les gaz et les refroidir, on les comprime, on les refroidit dans des échangeurs de chaleur, et puis après on les détend dans des turbines. Donc c'est ce qu'on a fait. Là, on est à bord de la station spatiale avec Thomas Pesquet qui est en train de sortir. Donc le frigo est à ses pieds, enfin à ses pieds, il n'y a pas de... On a la pesanteur, donc il n'y a ni haut ni bas, mais il est en dessous de lui. Et on voit bien que c'est très froid, c'est à moins 80, donc les échantillons sont dans ce petit conteneur. Et dessous, il y a un moteur, une turbomachine, que je vous ai montré en haut à droite, un exemple, on ne la voit pas très bien, mais on voit une turbomachine donc, qui va faire la compression et la détente du gaz, qui va donc refroidir les échantillons. Et ben, on a 3 frigos aujourd'hui qui tournent là-haut depuis 2006. Ça fait 17 ans et demi qu'on a 3 turbines qui tournent à 100 000 tours minute, c'est-à-dire que vous comptez 1, 2, la turbine a fait 1500 tours sur elle-même, et ça marche très bien. Eh bien, ce qu'on a fait ensuite pour la transition énergétique, on a réutilisé cette technologie dans un domaine complètement différent, qui est celui du transport de méthane. Le méthane, ok, c'est une énergie fossile, mais c'est quand même bien plus intéressant de brûler du méthane que de brûler du charbon en termes d'émissions de CO2. En tout cas, c'est un élément clé de la transition énergétique. Le problème, le méthane, lui, pour le transporter, on le transporte en liquide, et il est liquide à moins 160 degrés. Donc c'est très froid. Donc ces bateaux que vous voyez là, qui transportent des dizaines de milliers de tonnes de méthane liquide, ce qu'on appelle le GNL, le gaz naturel liquéfié, sont isolés, de la mousse ou isolés sous vide, mais sont tellement gros qu'il y a de la chaleur qui rentre, ça bout en permanence, et il y a 10-15 ans, on n'avait pas d'autre solution que de laisser s'évaporer le méthane et puis de le brûler dans une torchère, donc on en perdait une partie. Eh bien nous, notre technologie qu'on a utilisée dans la station spatiale pour faire du froid à moins 80, on l'a modifiée pour faire du froid à moins 160. Alors un peu plus gros parce qu'à bord de la station spatiale, notre machine ne fait que 1 kW, là elle fait 2 MW, et on l'a mis sur le pont du bateau. Et donc on prend les vapeurs de méthane qui sortent du réservoir, on les refroidit, on les reliquéfie, et le liquide, on le renvoie dans la soute. Comme ça, on ne perd absolument rien. Et aujourd'hui, quasiment tous les bateaux dans le monde sont équipés de notre système. Donc c'est clair que sans la Station spatiale internationale, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu faire cette technologie pour la transition énergétique. Autre exemple, le CERN. Donc le CERN à Genève avec son LHC, le Large Hadron Collider, un immense accélérateur de particules qui est circulaire, qui fait 26 km de long, donc un cercle de 9 km de diamètre qui est situé à 50 mètres sous la Terre, dans un tunnel. Et donc dans ce tuyau que vous voyez, il y a tout le long des électroaimants supraconducteurs qui guident et accélèrent les particules. Et donc tout le long de ces 26 km, il faut véhiculer de l'hélium liquide à moins de 269 degrés. Ça veut dire que en surface, on a d'énormes usines qui vont faire la liquéfaction de cet hélium. Ensuite, on l'amène dans le tunnel et on le véhicule dans ces tuyaux. Et donc, nous avons fait les usines en surface et aussi les 26 km de tuyaux pour faire ces expériences. On a réutilisé la même technologie ce coup-ci pour ITER. ITER, c'est le réacteur nucléaire de fusion qui est en cours de construction à Cadarache dans le sud de la France, où l'idée c'est de reproduire en gros sur Terre ce qui se passe dans le Soleil, c'est-à-dire la fusion de l'hydrogène à plusieurs dizaines de millions de degrés et des pressions énormes. Donc on va avoir ce qu'on appelle un plasma d'hydrogène, et il est hors de question qu'à cette température, le plasma touche les parois. Donc on a tout autour, là on est à l'intérieur du réacteur, tout autour on a des électroaimants supraconducteurs très puissants qui vont confiner le plasma à l'intérieur, qui vont chauffer aussi, et on va extraire donc du coup de la puissance de ce réacteur. Eh bien, ça veut dire qu'il a fallu à nouveau construire des usines pour faire de l'hélium liquide et acheminer tout cet hélium liquide au niveau de ces aimants. Donc ça veut dire que grâce au CERN et à ITER, on a développé
des très grosses machines qui liquéfient de l'hélium à moins de 269 avec des turbines un peu comme celles que je vous ai montrées dans la station spatiale, mais évidemment bien plus importantes. Donc, du coup, dans les années 2010, enfin, on va dire même 2015, où on a commencé à nous dire qu'il va y avoir beaucoup de besoins en hydrogène. Cet hydrogène, on va probablement le transporter en liquide. Est-ce que vous savez nous faire de gros liquéfacteurs d'hydrogène pour la transition énergétique? La réponse est oui. C'est-à-dire que si vous savez faire moins 269, normalement, vous savez faire moins 253. Et voilà à quoi ressemble la dernière usine d'air liquide, qui est la plus grosse du monde aujourd'hui, qui fait quand même 10 000 tonnes d'hydrogène liquide par an. À droite, on voit la grosse sphère là, qui stocke à peu près une semaine de production. Et au milieu, il y a la partie froide qui va liquéfier l'hydrogène qui, lui, est produit à gauche. Donc à gauche, on fait la molécule à partir du gaz naturel. Donc cette usine, pour l'instant, elle produit de l'hydrogène gris. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des émissions de CO2. Mais maintenant, le groupe Air Liquide et d'autres groupes sont en train d'investir pour remplacer la partie de gauche là, qui est polluante, puisqu'on fait ça avec du gaz naturel, la remplacer avec des électrolyseurs. En Normandie, on va mettre un électrolyseur quand même qui va faire 40 000 tonnes par an d'hydrogène décarboné. Et donc là, évidemment, on va utiliser les énergies renouvelables ou l'énergie nucléaire pour faire cet hydrogène décarboné. Et nous, donc, on s'est occupé de la partie aval, c'est-à-dire de liquéfier cet hydrogène. Alors, autre exemple assez inattendu, alors ça, c'est tous des exemples qui existent. Je vous parle ça de ce qu'on a fait depuis les 40 dernières années. Mon métier, moi, c'est la prospective aussi, donc de voir un petit peu vers où on va. Et on a vu dans les présentations tout à l'heure que dans une société qui doit remplacer ces énergies fossiles, c'est une société qui va s'électrifier de plus en plus. D'accord ? Donc, il va avoir le problème de la génération de cette électricité, du transport de cette électricité, et puis de sa distribution, voire de son stockage. Alors, on parle beaucoup de l'éolien offshore. Parce que, bon, il n'y a pas 36 manières de faire de l'électricité renouvelable. On a le soleil et puis on a le vent, quoi. Après, on a de l'électricité décarbonée qui est le nucléaire. Le débat est féroce pour savoir si c'est renouvelable ou pas. En tout cas, si on regarde les éoliennes, on constate aujourd'hui, on a mis en service au large de Saint-Nazaire plusieurs centaines de mégawatts d'éoliennes offshore. Plus personne ne veut voir des éoliennes au sol, ça c'est clair. En plus, au sol, le vent n'est pas constant. Et puis les éoliennes que vous voyez ne sont pas très puissantes, c'est même pas 1 mégawatt ce que vous voyez au sol. Alors qu'en mer, en gros, on peut faire les puissances qu'on veut. Ce qu'on constate, c'est que les appels d'offres pour les fermes éoliennes sont de plus en plus gros. On parle maintenant de fermes de 1 gigawatt, c'est-à-dire une centaine d'éoliennes de 10 mégawatts. Donc les éoliennes vont être, dans les années qui viennent, et c'est déjà le cas, 10 fois plus puissantes que ce qu'on faisait avant. On passe du 1 mégawatt à 10 mégawatts. C'est-à-dire que lorsque la pale de l'éolienne est en haut, elle est plus haute que la tour Eiffel. D'accord ? Et ça, comme plus personne ne veut les voir à l'horizon, pour ne plus voir la tour Eiffel à l'horizon, il faut aller au minimum à 60 km. En plus, à 60 km, l'avantage, c'est que le vent est beaucoup plus constant qu'à une quinzaine de kilomètres. Aujourd'hui, on est à une quinzaine de kilomètres des côtes. Et l'autre avantage aussi, c'est qu'on ne va pas poser l'éolienne sur le sol parce que c'est trop profond. On est à 200-300 mètres de profondeur. Donc, on va faire des éoliennes sur des plateformes et on va les construire au port, on va les remorquer. Ça veut dire que tout le chantier éolien pour mettre une centaine d'éoliennes sur une ferme, du coup, sera beaucoup moins impactant pour les écosystèmes que ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment assez compliqué d'aller poser des pieux au sol. Seulement, problème, comment vous faites pour accorder 1 gigawatt 1 gigawatt, c'est un réacteur nucléaire, quoi, en gros, c'est ça les ordres de grandeur. 1 gigawatt à 50, voire même plus, 100 km de distance. Eh bien, là, on prétend, on est en train de l'étudier, on n'est pas encore là, mais il est possible de réutiliser la même technologie qu'au CERN, c'est-à-dire de prendre un câble supraconducteur. Donc imaginez des tuyaux posés au sol dans lesquels on va mettre le câble supraconducteur et on va mettre de l'azote liquide dans ces câbles, dans ces tuyaux qu'on va refroidir, qu'on va faire circuler. Parce qu'en changeant de matériau, autant au CERN il faut être à moins 269, là moins de 200 pourrait suffire. Les calculs montrent qu'il n'y a pas d'impossibilité. Et ça serait beaucoup moins cher que de transporter l'électricité de façon classique. Aujourd'hui, c'est plusieurs milliards d'euros pour raccorder 1 gigawatt à 100 km des côtes. Avec les technologies classiques, là, on pourrait économiser énormément. Donc, on est en train de regarder ça, je ne sais pas si ça fonctionnera, mais en tout cas, ça pourrait être une conséquence de ce qu'on a fait, les 26 km d'hélium liquide à 80 mètres sous terre. Bon, là, on nous demande 100 km à 300 mètres sous l'eau. Ma foi, on peut regarder ce que ça pourrait donner. Et alors,
maintenant, le groupe Air Liquide lui-même, donc on comprime des gaz, on les détend, donc on consomme pas mal d'énergie. Voilà, une usine classique de liquéfaction de l'air, ça ressemble à ça, c'est vite des dizaines de mégawatts. Comment on peut décarboner un groupe comme ça? Eh bien, notre groupe s'est mis des objectifs assez sévères. Ils nous ont dit 2025 plateau, 2035 moins de 30% de CO2 et 2050 neutralité carbone. Et ce n'est pas juste pour des raisons écologiques, c'est que dans les années qui vont venir, un groupe coté en bourse, il va devoir évidemment délivrer ses promesses de chiffre d'affaires et de marge, mais s'il n'a pas délivré ses promesses de réduction de CO2, l'action plonge. Et donc là, c'est très sérieux, ça vaut le coup d'y mettre des milliards. Alors comment on va faire ça? Les usines, ça dure 30, 40, 50 ans, donc on a des vieilles usines, on peut en améliorer un paquet, améliorer leur efficacité énergétique. On va acheter beaucoup d'énergie renouvelable. Air Liquide est un des gros industriels acheteurs d'énergie éolienne offshore. Et puis, par exemple, pour la production d'hydrogène, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour l'instant il est gris, on va passer une partie d'hydrogène avec de l'électrolyse, donc pour autant qu'on nous fournisse des énergies renouvelables, on pourra faire de l'hydrogène vert. On ne pourra pas décarboner comme ça tout notre hydrogène, on va devoir malgré tout continuer à réformer le gaz naturel. À ce moment-là, on capture le CO2 et on peut le renvoyer finalement dans les puits de gaz naturel épuisés. Après tout, le carbone est resté des dizaines de millions d'années dans le sol, sans fuir. Là, ça serait un retour à l'envoyeur sous forme de CO2, donc ce qu'on appelle la séquestration du CO2. C'est une des solutions pour la transition énergétique, c'est évidemment pas la seule. C'est peut-être pas très glorieux d'aller enfouir sous le tapis les déchets, mais on n'a pas trop le choix, en fait, vu l'urgence climatique. Alors, toutes ces technologies, si je conclus, ça n'empêchera pas qu'il faudra quand même que nous, en tant que membres de la société, on réduise un peu, même beaucoup quand même, nos besoins. On l'a vu dans toutes les présentations ce matin, les ressources en matériaux, les pollutions dans les villes. Donc, la technologie ne va pas tout faire. La technologie, c'est qu'une partie de la transition énergétique, mais si les gens continuent moi je constate que chaque fois qu'on a fait une nouvelle révolution technologique qui était beaucoup plus efficace, on n'en a pas profité pour réduire la facture, on en a profité pour consommer plus à émissions de CO2, ce qu'on appelle l'effet rebond. Donc j'espère que ça, l'effet rebond, c'est vraiment l'ennemi public numéro 1 du changement climatique. Donc c'est vrai que des fois je me dis en tant que directeur d'innovation, je suis un peu abattu en fait. On se dit finalement toutes nos innovations n'ont pas servi pour l'instant à sauver la planète. Mais bon, la technologie fera partie du jeu, c'est pas la seule partie. Et puis il n'y a pas que le CO2. On est 8 milliards sur Terre maintenant, il y a aussi la biodiversité, comment on va nourrir 8 milliards de personnes, voilà, c'est aussi des questions. Nous, occidentaux, on est focalisés sur le CO2 parce que le CO2 c'est énergie et l'énergie c'est notre sang, quelque part. Mais je peux vous dire que dans les pays africains, c'est pas forcément le CO2 qui est le point le plus important. Hein. Pour eux, c'est comment je vais nourrir ma famille et avoir de l'eau potable. Donc voilà, mais tous ces problèmes-là, la technologie aura son mot à dire. Et nous, comme on est technologues, c'est tout ce qu'on peut faire, hein, c'est d'essayer de proposer de nouvelles solutions. Et il faut reconnaître que la science, c'était pas prévu pour, mais la science nous a aidés. Et c'est toujours ça, en innovation, il faut toujours savoir où on va, sachant qu'on n'ira jamais où on voulait aller. Et on tombe sur des nouvelles applications, donc ça vaut évidemment le coup de continuer à continuer. Voilà, et puis je vous remercie de votre attention, puis si vous avez des questions. Merci. Vous n'avez pas parlé d'hydrogène blanc, c'est quelque chose que vous regardez un peu, d'hydrogène natif? Alors l'hydrogène blanc, effectivement, on a découvert il y a peu de temps, enfin des chercheurs, peut-être de vos collègues, hein, je ne sais pas, ont découvert dans c'est des houillères, je crois, en Alsace là, ou en Lorraine, qu'il y avait, au plus ils descendaient dans le fond, au plus ils trouvaient de l'hydrogène riche. Et donc il y a probablement un processus géologique qui permet qui sort de l'hydrogène, alors aussi donc l'hydrogène fossile, mais qui pour le coup serait décarboné. Alors évidemment ça peut être la révolution. Alors je ne sais pas quelles sont les réserves pour l'instant. On nous parle de ce puits en Afrique là, où depuis plusieurs années ils font la cuisine en brûlant l'hydrogène qui sort naturellement du sol. Mais il est clair que si on a de l'hydrogène géologique, là, on va plus se poser la question de savoir s'il faut des énergies renouvelables pour faire l'électrolyse de l'eau. On aura le même problème que vous citiez tout à l'heure, d'épuisement probablement de cette ressource. Donc pour l'instant, on attend vraiment des géologues qui nous disent qu'est-ce qu'il y en a sous nos pieds. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'hydrogène? Ma question, c'était plutôt, est-ce que vous êtes proactif là-dessus? Enfin, est-ce que vous-même... On surveille.
On surveille parce que ce qu'on se dit, c'est qu'il ne va sûrement pas être tout à fait propre, cet hydrogène. Il va falloir l'épurer, il va falloir le liquéfier, il va falloir le transporter. Donc, s'il sort de terre, on fera notre boulot de gazier de le conditionner et le transporter. Donc, ce sera pour nous une nouvelle source, autre que le gaz naturel ou que l'électrolyse. Mais donc, oui, on surveille, mais pour l'instant, on a tellement peu d'infos qu'on ne sait pas trop. Merci beaucoup. Une autre question ici. Je pourrais en prendre une de plus après, si ça intéresse quelqu'un. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, ma question, c'est sur le coût, la compétitivité de l'hydrogène que vous allez produire de façon décarbonée. Alors évidemment, j'imagine que ce problème de la compétitivité dépend beaucoup du type de client qui va acheter cet hydrogène. Comme de la même façon que pour l'hélium que vous avez montré. Enfin, les contraintes ne sont pas les mêmes suivant la destination du produit. Or, pour l'hydrogène, justement, j'aimerais aussi savoir quelle est sur les en gros 900 000 tonnes qui sont consommées en France chaque année, quelle est la part produite par Air Liquide. Et les usages, là aussi, sont très différents. Mais donc, c'est une énorme quantité qu'il faut déjà décarboner avant de penser à d'autres usages pour les mobilités en particulier. Aujourd'hui, il faut savoir que, en fait, finalement, Air Liquide, on en produit assez peu. Ceux qui produisent l'hydrogène, c'est essentiellement les compagnies pétrolières, pour une raison très simple. L'hydrogène a déjà un impact environnemental très positif. Sans hydrogène, il n'y a plus de forêt. Vous vous rappelez, dans les années 80, on parlait de la déforestation dans la forêt noire. Les pins perdaient leurs aiguilles. Pourquoi? Parce qu'il y a du soufre dans le pétrole. Ce soufre se retrouve dans l'atmosphère et avec l'eau de pluie, il se transforme en acide sulfurique qui défolie les arbres. Et c'est pour ça que dans les années 70, il y a eu un énorme boom sur l'hydrogène, parce qu'avec l'hydrogène, on arrive à sortir le soufre de ce pétrole. Donc on a déjà un bénéfice environnemental important. Ça veut dire que aujourd'hui, il y a 90 millions de tonnes d'hydrogène qui sont produites dans le monde. 95%, c'est pour l'industrie, essentiellement l'industrie du pétrole, pour désulfurer le pétrole, et une partie aussi pour faire de l'ammoniac dont on se sert dans les fertilisants. La partie en fait marchande, la partie hydrogène-énergie, pour l'instant, elle est très très faible, mais on pense qu'elle va, d'une part, si le pétrole diminue, le besoin en hydrogène pour désulfurer le pétrole va diminuer, et on pense que l'hydrogène en tant qu'énergie, ce coup-ci, va se développer. Alors aujourd'hui, évidemment, il y a très peu d'hydrogène pour l'énergie. Si on fait des comparaisons, on parle en centaines de milliers de tonnes, là où on parle en milliards de tonnes pour le pétrole. Donc forcément, la compétitivité n'y est pas. Et on est à 4 ou 5 fois le prix, ça dépend des applications, mais ce qu'on voit dans tous les secteurs de l'industrie, dès qu'il y a de la masse, les prix baissent. Donc je ne sais pas à combien on sera, mais il ne va pas falloir comparer des choux et des carottes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer un pétrole qui ne paye pas son déchet, le pétrole il envoie son déchet dans l'atmosphère et c'est gratuit, avec une énergie qui potentiellement sera décarbonée. Donc je ne pense pas qu'on puisse décarboner la planète à isofacture. Donc je ne sais pas ce que veut dire exactement un hydrogène compétitif. Je pense qu'on le payera plus cher, que l'énergie ne peut qu'augmenter dans le futur, à mon avis, parce qu'en fait on la paye trop peu cher. Ceci dit, on voit, les projections montrent qu'on pourrait avoir un hydrogène décarboné quasiment au prix énergétique du pétrole dans les années 2030. Je ne parle pas de 2050. Si on commence à produire plusieurs millions de tonnes, qu'on a les énergies renouvelables qui sont assez compétitives, vu qu'il faut 1 kg d'hydrogène vous remplace 3 à 4 kg de pétrole, parce qu'il est plus énergétique, en fait un pétrole qui est à peu près à 0,5 € le kilo aujourd'hui, c'est pareil qu'un hydrogène qui est à 2 € le kilo, puisqu'il y a un facteur 4. Alors aujourd'hui on n'y est pas, mais potentiellement c'est possible effectivement d'arriver à avoir un hydrogène décarboné qui soit compétitif. Après, on verra à quelle date ça se produit, mais gardez en tête qu'un jour, le pétrole va coûter beaucoup plus cher parce qu'on va lui faire payer son CO2. La tonne de CO2 aujourd'hui, c'est 80 € la tonne, c'est rien du tout, mais à partir de 150-200 € la tonne, il y a beaucoup d'applications qui deviennent plus rentables que le pétrole. Et je pense que dans les années qui viennent, on va y être. Donc cette question de la compétitivité va dépendre beaucoup du prix que l'on affecte à la tonne de CO2, en fait. À la tonne de CO2 évitée. Merci beaucoup. On va prendre une toute dernière question très brève.
Merci, c'était juste dans la foulée de ce que vous venez de dire. L'objectif pour l'Union européenne, c'est 10 millions de tonnes produites en 2030 et 10 millions de tonnes importées. Ça vous paraît réaliste? Alors oui, aujourd'hui, par exemple, il y a des gros projets d'installer des fermes éoliennes et du photovoltaïque en Algérie. En Algérie, il y a déjà un réseau de piping de gaz naturel qui passe sous la Méditerranée et qui vient à ravitailler toute l'Europe. Bon, une partie de ces tuyaux peuvent en partie passer à l'hydrogène. Et donc il y a des gens qui disent, alors pourquoi pas produire l'hydrogène décarboné en profitant du soleil et du vent qu'il y a dans le désert, et de l'amener, au lieu de véhiculer du gaz naturel, de véhiculer de l'hydrogène. C'est des choses qui sont en cours d'étude. Donc effectivement, de toute façon, l'Europe est assez limitée en énergie. Par contre, nous avons du vent, ça c'est clair. Donc l'hydrogène pourrait permettre de réduire un petit peu, certainement, la part de l'énergie qu'on importe, je pense. Même si on va toujours importer de toute façon de l'énergie de l'extérieur, sous quelque forme que ce soit. Merci beaucoup, Monsieur Crespi. Je vais me prêter à l'exercice de la synthèse après cette conférence, ma foi, très très intéressante. Vous avez cherché à répondre à la question Big Science versus, et hydrogène, pardon, ticket gagnant vers la neutralité carbone. Et vous nous avez proposé de répondre à cette question en nous amenant à un petit voyage presque à travers l'histoire de votre entreprise, en nous montrant comment la chimie, et notamment la chimie des gaz que vous faites au quotidien, a permis de certaines applications pour ce qui est de la transition écologique. Alors évidemment, vous nous avez parlé de la production d'hydrogène et d'hélium et leur refroidissement qui a d'abord servi pour les accélérateurs de particules et comment pardon, je dis absolument n'importe quoi. Comment la production d'hydrogène que vous avez faite pour les fusées a ensuite servi à un projet à être utilisé dans l'aviation avec l'idée de pouvoir voir si c'était utile dans l'aviation civile avec le projet H2Fly qui était ma foi très intéressant, qui était, ça reste un avion très prototypal évidemment, avec 2 personnes, très léger, de très haute technologie, mais qui reste très prometteur et c'est intéressant de voir comment la recherche dans un domaine vient nourrir la recherche dans un autre. Vous nous avez également parlé justement des accélérateurs des particules qui utilisent des bains d'hélium liquide quasiment au zéro absolu et comment ces bains d'hélium étaient en fait utilisés, ces bains très froids étaient utilisés pour refroidir les échantillons au sein de la Station Spatiale Internationale. Comment ces 2 exemples technologiques qui sont assez éloignés, en fait, la fusion fondamentale, la fusion fondamentale, je dis n'importe quoi, la recherche fondamentale vient se lier avec la recherche spatiale. Donc vous nous avez parlé de tout ça, c'est très intéressant, et puis surtout vous avez montré comment ces recherches, ces intrications entre les recherches et comment elles participent à la transition écologique, elles viennent nourrir directement le projet de décarbonation, on va dire, au moins dans la transition écologique, de Air Liquide, qui est assez ambitieux vis-à-vis de la transition. Alors, comme vous avez dit, le retour vers un point d'inflexion en 2025 pour amorcer la descente avec un objectif de 30% de réduction en 2035, puis la neutralité, normalement, si tout se passe bien, en 2050. Et sur quel pilier elle s'appuyer? D'une partie, l'efficience énergétique, la séquestration du carbone, et aussi, je suis oublié. C'était la séquestration. Ah oui, l'achat d'électricité bas carbone également, ce qui pour le coup est assez intéressant, et j'avoue que c'est probablement votre perspective d'entreprise dans le gaz industriel qui vous permet de prendre en compte, mais prendre en compte les racines de l'entreprise, les fournisseurs de l'entreprise dans vos calculs de neutralité économique est quelque chose qui manque encore dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, et c'est quelque chose qui est assez intéressant d'être pris en compte dans quelque chose qui est aussi central. Et vu les questions qui ont porté sur l'hydrogène gris et blanc, j'avoue que j'aurais voulu avoir encore plus de temps pour qu'on puisse en parler. Malheureusement, nous sommes limités par le temps, mais c'était en tout cas une conférence très très intéressante. Donc merci beaucoup. Merci. Et si vous avez plus de questions, maintenant il y a une petite pause. Vous êtes libre de pouvoir discuter avec Monsieur Crespi dès que vous sortirez de cet amphithéâtre. Merci beaucoup. Merci.